Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, j'ai le plaisir de continuer la lecture de La femme au collier de velours d'Alexandre Dumas, à ne pas confondre avec son fils qui s'appelle aussi Alexandre Dumas, donc Alexandre Dumas fils et Alexandre Dumas père. Son fils, lui, a écrit donc un de ses fameux romans, La Dame aux camélias. Voilà, donc nous allons poursuivre la lecture de ce roman, La femme au collier de velours. Je vais vous donner une petite citation avant de commencer la lecture. Maître Gottlieb avait oublié que la corde de la musique n'est pas la seule qui résonne dans le cœur des jeunes filles, et qu'il y en a une autre, bien autrement frêle, bien autrement vibrante, bien autrement mortelle, celle de l'amour. Voilà, nous allons donc poursuivre la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. Cette tante, c'était la tante Sophie. Cette tante était musicienne, comme toute la famille. Elle jouait du luth. Quand Hoffmann s'éveillait dans son berceau, il s'éveillait inondé d'une vibrante harmonie. Quand il ouvrait les yeux, il voyait la forme gracieuse de la jeune femme, mariée à son instrument. Elle était ordinairement vêtue d'une robe verte d'eau, avec des nœuds roses. Elle était ordinairement accompagnée d'un vieux musicien à jambes torses et à perruque blanche, qui jouait d'une basse plus grande que lui, à laquelle il se cramponnait, montant et descendant, comme fait un lézard le long d'une courge. C'est à ce torrent d'harmonie, tombant comme une cascade de perles des doigts de la belle Euterpe, qu'Hoffmann avait bu le philtre enchanté qu'il avait lui-même fait musicien. Aussi la tante Sophie, avons-nous dit, était un des charmants souvenirs d'Hoffmann. Il n'en était pas de même de son oncle. La mort du père d'Hoffmann, la maladie de sa mère, l'avait laissé aux mains de cet oncle. C'était un homme aussi exact que le pauvre Hoffmann était décousu, aussi bien ordonné que le pauvre Hoffmann était bizarrement fantasque, et dont l'esprit d'ordre et d'exactitude s'était éternellement exercé sur son neveu, mais toujours aussi inutilement que s'était exercé sur ses pendules l'esprit de l'empereur Charles Quint. L'oncle avait beau faire, leur sonner à la fantaisie du neveu, jamais à la sienne. Au fond, ce n'était point cependant, malgré son exactitude et sa régularité, un trop grand ennemi des arts et de l'imagination que cet oncle Hoffmann. Il tolérait même la musique, la poésie et la peinture, mais il prétendait qu'un homme sensé ne devait recourir à de pareils délassements qu'après son dîner pour faciliter la digestion. C'était sur ce thème qu'il avait réglé la vie d'Hoffmann. Tant d'heures pour le sommeil, tant d'heures pour l'étude du barreau, tant d'heures pour le repas, tant de minutes pour la musique, tant de minutes pour la peinture, tant de minutes pour la poésie. Hoffmann eût voulu retourner tout cela, lui, et dire tant de minutes pour le barreau, et tant d'heures pour la poésie, la peinture et la musique. Mais Hoffmann n'était pas le maître. Il en était résulté qu'Hoffmann avait pris en horreur le barreau et son oncle, et qu'un beau jour, il s'était sauvé de Königsberg, avec quelques thalers en poche, avait gagné Heidelberg, où il avait fait une halte de quelques instants, mais où il n'avait pu rester, vu la mauvaise musique que l'on faisait au théâtre. En conséquence de Heidelberg, il avait gagné Mannheim, dont le théâtre près duquel on le voit, comme on le voit, il s'était logé, passé, pour être le rival des scènes lyriques de France et d'Italie. Nous disons de France et d'Italie parce qu'on n'oubliera point que c'est 5 ou 6 ans seulement avant l'époque à laquelle nous sommes arrivés, qu'avait eu lieu à l'Académie royale de musique la grande lutte entre Gluck et Piccinni. Hoffmann était donc à Mannheim, où il le logeait, près du théâtre, et où il vivait du produit de sa peinture, de sa musique et de sa poésie, joint à quelques Frédéric d'or que sa bonne mère lui faisait passer de temps en temps au moment où nous arrangeant le privilège du diable boiteux, nous venons de lever le plafond de sa chambre et de le montrer à nos lecteurs debout, appuyés à la muraille, immobile derrière son rideau,
haletant, les yeux fixés sur le portail de l'église des Jésuites. 3. Un amoureux fou. Au moment où quelques personnes sortant de l'église des Jésuites, quoique la messe fût à peine à moitié de sa célébration, rendaient l'attention d'Hoffmann plus vive que jamais, on heurta à sa porte. Le jeune homme secoua la tête et frappa du pied avec un mouvement d'impatience, mais ne répondit pas. On heurta une deuxième fois. Un regard torve alla foudroyer l'indiscret à travers la porte. On frappa une troisième fois. Cette fois, le jeune homme demeura tout à fait immobile. Il était visiblement décidé à ne pas ouvrir. Mais au lieu de s'obstiner à frapper, le visiteur se contenta de prononcer un des prénoms d'Hoffmann. « Théodore » dit-il. « Ah, c'est toi, Zacharia Werner » murmura Hoffmann. « Oui, c'est moi. Tiens-tu à être seul ?»« Non, attends. » Et Hoffmann alla ouvrir. Un grand jeune homme, pâle, maigre et blond, un peu effaré, entra. Il pouvait avoir 3 ou 4 ans de plus qu'Hoffmann. Au moment où la porte ouvrait, il lui posa la main sur l'épaule et les lèvres sur le front, comme eût pu faire un frère aîné. C'était en effet un véritable frère pour Hoffmann, né dans la même maison que lui. Zacharia Werner, le futur auteur de Martin Luther, de l'Attila, du 24 février, de la Croix de la Baltique, avait grandi sous la double protection de sa mère et de la mère d'Hoffmann. Les deux femmes atteintes toutes deux d'une affection nerveuse qui se termina par la folie, avaient transmis à leur enfant cette maladie qui, atténuée par la transmission, se traduisit en imagination fantastique chez Hoffmann et en disposition mélancolique chez Zacharia. La mère de ce dernier se croyait à l'instar de la Vierge, chargée d'une mission divine. Son enfant, son Zacharie, devait être le nouveau Christ. Le futur Siloé, promis par les Écritures. Pendant qu'il dormait, elle lui tressait des couronnes de bleuets dont elle ceignait son front. Elle s'agenouillait devant lui, chantant de sa voix douce et harmonieuse les plus beaux cantiques de Luther, espérant à chaque verset voir la couronne de bleuets se changer en auréole. Les deux enfants furent élevés ensemble. C'était surtout parce que Zacharia habitait Heidelberg, où il étudiait, que Hoffmann s'était enfui de chez son oncle. Et à son tour, Zacharia, rendant à Hoffmann amitié pour amitié, avait quitté Heidelberg et était venu rejoindre Hoffmann à Mannheim. Quand Hoffmann était venu chercher à Mannheim une meilleure musique que celle qu'il trouvait à Heidelberg. Mais une fois réunis, une fois à Mannheim, loin de l'autorité de cette mère si douce, les deux jeunes gens avaient pris appétit au voyage, ce complément indispensable de l'éducation de l'étudiant allemand, et ils avaient résolu de visiter Paris. Werner, à cause du spectacle étrange que devait présenter la capitale de la France au milieu de la période de terreur où elle était parvenue, Hoffmann pour comparer la musique française à la musique italienne et surtout pour étudier les ressources de l'opéra français comme mise en scène et décor, Hoffmann ayant, dès cette époque, l'idée qu'il caressa toute sa vie de se faire directeur de théâtre. Werner, libertin par tempérament, quoique religieux par éducation, comptait bien en même temps profiter pour son plaisir de cette étrange liberté de mœurs à laquelle on était arrivé en 1793 et dont un de ses amis revenu depuis peu d'un voyage à Paris lui avait fait une peinture si séduisante que cette peinture avait tourné la tête du voluptueux étudiant. Hoffmann comptait voir les musées, dont on lui avait dit force merveille, et flottant encore dans sa manière comparer la peinture italienne à la peinture allemande. Quels que fussent d'ailleurs les motifs secrets qui poussassent les deux amis, le désir de visiter la France était légal chez tous les deux. Pour accomplir ce désir, il ne leur manquait qu'une chose, l'argent. Mais par une coïncidence étrange, le hasard avait voulu que Zacharia et Hoffmann eussent le même jour reçu chacun de sa mère 5 Frédérics d'or. 10 Frédérics d'or faisaient à peu près 200 livres. C'était une jolie somme pour 2 étudiants qui vivaient logés, chauffés et nourris pour 5 thalers par mois. Mais cette somme était bien insuffisante pour accomplir le fameux voyage projeté.
Il était venu une idée aux deux jeunes gens, et comme cette idée leur était venue à tous les deux à la fois, ils l'avaient prise pour une inspiration du ciel. C'était d'aller au jeu et de risquer chacun les 5 Frédérics d'or. Avec ces 10 Frédérics, il n'y avait pas de voyage possible. En risquant ces 10 Frédérics, on pouvait gagner une somme à faire le tour du monde. Ce qui fut fait. La saison des eaux approchait. Et depuis le 1er mai, les maisons de jeu étaient ouvertes. Werner et Hoffmann entrèrent dans une maison de jeu. Werner tenta le premier la fortune et perdit en 5 sous. C'est 5 Frédérics d'or, en 5 coups, excusez-moi. Le tour d'Hoffmann était venu. Hoffmann hasarda en tremblant son premier Frédéric d'or et gagna. Encouragé par ce début, il redoubla. Hoffmann était dans un jour de veine. Il gagnait 4 coups sur 5. Et le jeune homme était de ceux qui ont confiance dans la fortune. Au lieu d'hésiter, il marcha franchement de paroli en paroli. On eût pu croire qu'un pouvoir surnaturel le secondait, sans combinaison arrêtée, sans calcul aucun. Il jetait son or sur une carte et son or se doublait, se triplait, se quintuplait. Zacharia, plus tremblant qu'un fiévreux, plus pâle qu'un spectre, Zacharia murmurait « Assez, Théodore, assez ». Mais le joueur raillait cette timidité puérile. L'or suivait l'or, et l'or engendrait l'or. Enfin, 2 heures du matin sonnèrent. C'était l'heure de la fermeture de l'établissement. Le jeu cessa. Les 2 jeunes gens, sans compter, prirent chacun une charge d'or. Zacharia, qui ne pouvait croire que toute cette fortune était à lui, sortit le premier. Hoffmann allait le suivre quand un vieil officier qui ne l'avait pas perdu de vue pendant tout le temps qu'il avait joué l'arrêta comme il allait franchir le seuil de la porte. « Jeune homme, dit-il en lui posant la main sur l'épaule et en le regardant fixement. Si vous y allez de ce train-là, vous ferez sauter la banque, j'en conviens. Mais quand la banque aura sauté, vous n'en serez qu'une proie, plus sûre pour le diable. » Et sans attendre la réponse d'Hoffmann, il disparut. Hoffmann sortit à son tour, mais il n'était plus le même. La prédiction du vieux soldat l'avait refroidi, comme un bain glacé, et cet or, dont ses poches étaient pleines, lui pesait. Il lui semblait porter son fardeau d'iniquité. Werner l'attendait joyeux. Tous deux revinrent, ensemble chez Hoffmann, l'un riant, dansant, chantant, l'autre rêveur, presque sombre. Celui qui riait, dansait, chantait, c'était Werner. Celui qui était rêveur et presque sombre, c'était Hoffmann. Tous deux, au reste, décidèrent de partir le lendemain soir pour la France. Ils se séparèrent en s'embrassant. Hoffmann, resté seul, compta son or. Il avait 5000 thalers, 23 ou 24 000 francs. Il réfléchit longtemps et sembla prendre une résolution difficile. Pendant qu'il réfléchissait à la lueur d'une lampe de cuivre éclairant la chambre, son visage était pâle et son front ruisselait de sueur. À chaque bruit qui se faisait autour de lui, ce bruit fut-il aussi insaisissable que le frémissement de l'aile du moucheron, Hoffmann tressaillait, se retournait et regardait autour de lui avec terreur. La prédiction de l'officier lui revenait à l'esprit. Il murmurait tout bas des vers de Faust, et il lui semblait voir sur le seuil de la porte le rat rongeur, dans l'angle de sa chambre, le barbet noir. Enfin, son parti fut pris. Il mit à part 1000 thalers, qu'il regardait comme la somme grandement nécessaire pour son voyage, fit un paquet des 4000 autres thalers, puis sur le paquet colla une carte de la cire et écrivit sur cette carte « À monsieur le bourgmestre de Königsberg pour être partagé entre les familles les plus pauvres de la ville. » Puis, content de la victoire qu'il venait de remporter sur lui-même, rafraîchi par ce qu'il venait de faire, il se déshabilla, se coucha et dormit tout d'une pièce, jusqu'au lendemain à 7 heures du matin. À 7 heures, il se réveilla et son premier regard fut pour ses 1000 thalers visibles et ses 4000 thalers cachetés. Il croyait avoir fait un rêve. La vue des objets l'assura de la réalité, de ce qui était arrivé la veille. Mais ce qui était une réalité surtout pour Hoffmann, quoique aucun objet matériel ne fût là pour la lui rappeler, c'était la prédiction du vieil officier. Aussi sans regret, aucun, s'habilla-t-il comme de coutume, et prenant ses 4000 thalers sous son bras, alla-t-il les porter lui-même à la diligence de Königsberg, après avoir pris le soin cependant de serrer les 1000 thalers restants dans son tiroir. Puis, comme il était convenu, on s'en souvient,
que les deux amis partiraient le même soir pour la France, Hoffmann se mit à faire ses préparatifs de voyage, tout en allant, tout en venant, tout en époussetant un habit, en pliant une chemise, en assortissant deux mouchoirs. Hoffmann jeta les yeux dans la rue et demeura dans la pose où il était. Une jeune fille de 16 à 17 ans, charmante, étrangère, bien certainement à la ville de Mannheim. Puis, puisqu'Hoffmann ne la reconnaissait pas, venait de l'extrémité opposée de la rue et s'acheminait vers l'église. Hoffmann, dans ses rêves de poète, de peintre et de musicien, n'avait jamais rien vu de pareil. C'était quelque chose qui dépassait non seulement tout ce qu'il avait vu, mais encore tout ce qu'il espérait voir. Et cependant, à la distance où il était, il ne voyait qu'un ravissant ensemble. Les détails lui échappaient. La jeune fille était accompagnée d'une vieille servante. Toutes deux montèrent lentement les marches de l'église des Jésuites et disparurent sous le portail. Hoffmann laissa sa malle à moitié faite, un habit lit de vin, à moitié battu, sa redingote à brandebourg, à moitié pliée, et resta immobile derrière son rideau. C'est là que nous l'avons trouvé, attendant la sortie de celle qu'il avait vue entrer. Et il ne craignait qu'une chose, c'est que ce ne fût un ange. Et qu'au lieu de sortir par la porte, elle ne s'envolât par la fenêtre pour remonter aux cieux. C'est dans cette situation que nous l'avons pris, et que son ami Zacharia Werner vint le prendre après nous. Le nouveau venu appuya du même coup, comme nous l'avons dit, sa main sur l'épaule et ses lèvres sur le front de son ami. Puis il poussa un énorme soupir. Quoique Zacharia Werner fût toujours très pâle, il était cependant encore plus pâle que l'habitude. « Qu'as-tu donc ?» lui demanda Hoffmann avec une inquiétude réelle. « Oh, mon ami, s'écria Werner, je suis un brigand, je suis un misérable, je mérite la mort. Fends-moi la tête avec une hache, perce-moi le cœur avec une flèche, je ne suis plus digne de voir la lumière du ciel. » « Bah, demande Hoffmann avec la placide distraction de l'homme heureux. Qu'est-il donc arrivé, cher ami? Il est arrivé ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Tu me demandes ce qui est arrivé? Eh bien, mon ami, le diable m'a tenté. Que veux-tu dire? Que quand j'ai vu tout mon or ce matin, il y en avait tant qu'il me semble que c'est un rêve. Comment un rêve? Il y en avait une pleine table, toute couverte, continua Werber. Eh bien, quand j'ai vu cela, une véritable fortune, 1000 Frédérics d'or, mon ami. Eh bien, quand j'ai vu cela, quand de chaque pièce j'ai vu rejaillir un rayon, la rage m'a repris. Je n'ai pas pu y résister. J'ai pris le tiers de mon or et j'ai été au jeu. Et tu as perdu. Jusqu'à mon dernier kreutzer. Que veux-tu? C'est un petit malheur puisqu'il te reste les 2 tiers. Et tu l'as perdu comme le premier. Attends. D. Ah ben oui, les 2 tiers. Je suis revenue chercher le second tiers et tu l'as perdu comme le premier. Plus vite, mon ami, plus vite. Et tu es revenu chercher ton 3e tiers. Je ne suis pas revenue, j'ai volé. J'ai pris les 1500 thalers restants et je les ai posés sur la rouge. Alors dis, Hoffmann, la noire est sortie, n'est-ce pas? Ah, mon ami, la noire, l'horrible noire, sans hésitation, sans remords, comme si, en sortant, elle ne m'enlevait pas mon dernier espoir. Sorti, mon ami, sorti. Et tu ne regrettes les 1000 Frédérics qu'à cause du voyage? Pas pour autre chose. Oh. Si j'eusse seulement mis de côté de quoi aller à Paris 500 thalers, tu te consolerais d'avoir perdu le reste, à l'instant même. Eh bien, qu'à cela ne tienne, mon cher Zacharia, dit Hoffmann en le conduisant vers son tiroir. Tiens, voilà les 500 thalers. Pars. Comment? Que je parte? S'écria Werner. Et toi? Oh, moi je ne pars plus. Comment tu ne pars plus? Non, pas dans ce moment, si, du moins. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Qui t'empêche de partir? Qui te retient à Mannheim? Hoffmann entraîna vivement son ami vers la fenêtre. On commençait à sortir de l'église. La messe était finie. Tiens, regarde, regarde, dit-il en désignant du doigt quelqu'un à l'intention de Werner.
Et en effet, la jeune fille inconnue apparaissait au haut du portail, descendant lentement les degrés de l'église, son livre de messe posé contre sa poitrine, sa tête baissée modeste et pensive, comme la Marguerite de Goethe. « Vois-tu, murmurait Hoffmann, vois-tu ?»« Certainement que je vois. Eh bien, que dis-tu ? » ?»« Je dis qu'il n'y a pas de femme au monde qui vaille qu'on lui sacrifie le voyage de Paris, fût-ce la belle Antonia, fût-ce la fille du vieux Gottlieb Mur, le nouveau chef d'orchestre du théâtre de Mannheim. Tu la connais donc ? Certainement. Tu connais donc son père. Il était chef d'orchestre au théâtre de Francfort. Et tu peux me donner une lettre pour lui ? À merveille. Mets-toi là, Zacharia, et écris. Zacharia se mit à la table et écrivit. Au moment de partir pour la France, il recommandait son jeune ami Theodor Hoffmann à son vieil ami Gottlieb Mur. Hoffmann donna à peine à Zacharia le temps d'achever sa lettre, la signature apposée, et il la lui prit. Et embrassant son ami, il s'élança hors de la chambre. « C'est égal, lui cria une dernière fois Zacharia Werner. Tu verras qu'il n'y a pas de femme, si jolie qu'elle soit, qui puisse te faire oublier Paris. » Hoffmann entendit les paroles de son ami, mais il ne jugea pas même à propos de se retourner pour lui répondre, même par un signe d'approbation ou d'improbation. Quant à Zacharia Werner, il mit ses 500 thalers dans sa poche, et pour n'être plus tenté par le démon du jeu, il courut aussi vite vers l'hôtel des messageries que Hoffmann courait vers la maison du vieux chef d'orchestre. Hoffmann frappait à la porte de maître Gottlieb Mur, juste au même moment où Zacharia Werner montait dans la diligence de Strasbourg. Voilà, c'est ainsi que se termine donc notre lecture de ce livre, La femme au collier de velours d'Alexandre Dumas. Je vais vous lire une petite citation avant de vous quitter. En général, on ne demande de conseils que pour ne pas les suivre, ou, si on les a suivis, reprocher à quelqu'un de les avoir donnés. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, une très belle soirée, une très bonne matinée pour certains. À tout bientôt.